Eh bien bonjour à tous, bienvenue, c'est Dominique. On se retrouve aujourd'hui pour une émission consacrée à ce qu'on appelle l'impact investing et plus spécifiquement, nous allons à la rencontre d'un partenaire, Thomas Lloyd, à travers Jean-François Lecoq. Bonjour Jean-François. Bonjour Dominique, bonjour à tous. Ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui, c'est un vrai plaisir de partager ce petit moment d'information. Toi aujourd'hui, tu viens nous parler de ce grand concept d'impact investing, investir avec un impact positif sur l'environnement, sur l'économie, sur l'humain. Tout à fait. À l'origine, c'est une société allemande, Oui. qui est une société au départ, une société de conseil et d'investissement. Donc c'est une société qui a été créée en 2003. Donc aujourd'hui, la société est implantée au niveau international puisque elle a 16 bureaux dans 9 pays différents. Donc on a des bureaux aux États-Unis, on a des bureaux en Europe et nous avons des bureaux en Asie. Et donc cette société va au départ travailler uniquement comme société de conseil, donc pour la réalisation d'infrastructures. D'accord. Ce qu'on appelle les infrastructures, parce qu'au départ, pour moi, c'était des mots un peu abstraits. Infrastructure, c'est ce qui vient finalement avant le tissu industriel. Grosso modo, si je veux qu'une industrie s'implante, il faut qu'il y ait de l'électricité. Tant qu'il n'y a pas d'électricité, personne ne peut s'implanter dans une zone, en fait. Absolument. Alors, au niveau des infrastructures, en réalité, beaucoup de choses que l'on utilise sont des infrastructures. Donc, on va dire qu'on utilise des infrastructures au quotidien, que ce soit des infrastructures au niveau de la consommation d'électricité, ça veut dire que ça fait appel à une infrastructure de production, de distribution. Et au niveau de l'eau, au niveau des routes, au niveau des autoroutes, les transports, donc les télécommunications. Les gros morceaux d'une société humaine organisée. Voilà. Quoi. Tout pays qui veut se développer doit avoir un réseau et un tissu d'infrastructures. L'avantage de l'infrastructure, on peut comparer, il y a deux grandes classes d'actifs dans les investissements. Vous avez les actifs qui sont basés sur du monétaire, c'est-à-dire qu'on va connaître tous ces actifs qui sont basés sur de la dette, entre autres, par exemple, où on va toucher des taux d'intérêt. Et puis il y a des actifs qui sont basés sur ce qu'on appelle des valeurs réelles, c'est-à-dire qu'on a une réelle activité économique qui vont créer des actifs réels, tangibles, au sein desquels on connaît plus principalement l'immobilier et aussi les infrastructures qui sont un peu moins connues. Alors l'avantage et la solidité des infrastructures par rapport à l'immobilier, c'est que l'infrastructure revêt un caractère de nécessité, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer d'infrastructures dans le développement économique d'un pays. Et s'il devait y avoir une crise importante dans n'importe quel pays, les infrastructures sont la dernière classe d'actifs qui est touchée puisqu'elles ont un caractère de nécessité. On peut parfaitement différer à une acquisition immobilière. On peut avoir un marché de l'immobilier qui se stabilise ou qui se fige. En revanche, il est quasiment impossible d'éviter le développement des infrastructures parce qu'elles sont indispensables. C'est ça, on ne peut pas se priver d'électricité trop longtemps. On ne peut pas se priver d'électricité, on ne peut pas se priver de rouler sur les autoroutes, on ne peut pas se priver de rénover ces infrastructures, de les réactualiser. Et aujourd'hui, on est face à un problème qui est extrêmement important vis-à-vis d'un certain nombre de pays dans le monde, c'est qu'on a un décalage entre les besoins et les existants. D'accord. Aujourd'hui, on a une région du monde que nous connaissons, qui est en pleine croissance, donc qui est la région de l'Asie. Et dans cette région-là, en Asie, il y a un déficit chronique d'équipements d'infrastructures en général et en matière d'électricité en particulier. D'accord. Donc c'est en fait finalement, pour le dire autrement, aujourd'hui, Thomas Lloyd devient un spécialiste pour tout ce qui touche l'équipement de pays qui ont pris un peu de retard en quelque sorte et par rapport à des populations jeunes et grandissantes sur lesquelles il faut bien leur amener des possibilités de s'alimenter en électricité. Notamment. Absolument. Donc on va travailler sur une population qui est en Asie du Sud-Est avec des pays qui sont en Asie du Sud-Est où les estimations sont d'environ 600 millions de personnes qui n'ont pas l'accès à l'électricité telle qu'on le connaît nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du tout l'électricité, mais on va avoir de l'électricité qui va être produite par des groupes électrogènes, par exemple, avec 1 heure, 2 heures, 3 heures par jour de fourniture et des grandes carences au niveau de l'équipement industriel. Alors après, au niveau de l'équipement de l'électricité, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'Asie, dans sa globalité, représente la moitié de la population mondiale et produit 35% du PIB mondial. D'accord. La projection pour les années 2040-2050, c'est que 52% de la population mondiale produira 52% du PIB mondial. Donc ça veut dire que nous sommes dans une phase de rattrapage. D'accord. Ce rattrapage, il se fait par des constructions massives d'infrastructures. Mais nous, ce qui nous préoccupe essentiellement, ce qui nous intéresse essentiellement, c'est le développement des infrastructures électriques. D'accord. Et là, il y a deux options dans ces régions-là. La première option, c'est de construire de l'infrastructure traditionnelle en électricité en faisant appel à des énergies fossiles.
D'accord. Donc ça veut dire qu'on va construire des centrales qui sont basées soit sur le charbon, soit sur le pétrole et le gaz, avec deux inconvénients majeurs. Le premier inconvénient, c'est que dans ces régions-là, 80%, 82% précisément de l'énergie consommée doit être importée. D'accord. Donc il y a un premier problème qui est un problème de coût. Et le deuxième problème, qui est un problème qui concerne bien au-delà de ces régions, qui concerne toute la planète, c'est le problème écologie-pollution. Ouais, donc parce que les fossiles, c'est quoi? C'est le charbon. C'est le charbon, le gaz et le ouais, pétrole. Donc automatiquement, on va utiliser des énergies carbonées. Ouais. Alors il y a un principe qui a été développé lors d'un congrès qui a été donné par Thomas Lloyd, organisé par Thomas Lloyd en 2014, où M. Yifulin, qui était le vice-président de la Banque mondiale, a fait une intervention en disant aujourd'hui, la seule possibilité pour permettre à tout cet ensemble de populations de franchir ce cap, c'est-à-dire d'un sous-équipement à un équipement normal, est de passer par la mise en œuvre d'énergies renouvelables. Alors, c'est ce qu'on appelle en jargon anglicisme le leapfrog. Le leapfrog, c'est le saut de grenouille. C'est-à-dire qu'on va donc économiser la phase qui va être la phase intermédiaire pour passer directement à la dernière technologie en vigueur. Donc ici, on se retrouve donc avec un besoin extrêmement important, un savoir-faire, puisque Thomas Lloyd a construit parmi les plus grandes centrales d'énergie électrique au monde, et qui est reconnu, et un besoin qui est prégnant. C'est ça. En revanche, la grande difficulté de ces régions, et c'est là où l'existence de sociétés comme Thomas Lloyd se justifie, c'est que bien évidemment, les capitaux publics ne sont pas disponibles en suffisance pour assurer ce développement. Ouais, donc on a un besoin, des populations jeunes qui demandent qu'à y aller, mais finalement les États qui ne sont pas en capacité de financer le coût de ces constructions. D'où le fait d'avoir des sociétés comme Thomas Lloyd qui mettent en place des partenariats entre le secteur public et le secteur privé, aidés en cela par des agences internationales non gouvernementales comme l'IFC, qui est l'International Finance Corporation, qui est une filiale bancaire de la Banque mondiale, qui participe à nos projets. Mais cette participation de ces ONG, de ces agences non gouvernementales, ne suffit pas à assurer le développement. C'est-à-dire que les besoins sont estimés par la Banque mondiale en développement d'infrastructures uniquement en électricité dans ces régions d'Asie du Sud-Est. Je ne parle ni du Japon ni de la Chine. Donc c'est tous les autres pays. Ils sont estimés à 4 000 milliards de dollars. Ah oui, ça fait du monde. Donc ça fait pas mal. Ce sont des sommes qui dépassent les possibilités des budgets locaux de ces pays. Et c'est pour ça que le secteur privé, comme Thomas Lloyd, va intervenir en collaboration avec les États, permettre donc aux États de développer des centrales qui sont sur des énergies renouvelables, qu'elles soient solaires, éolien, biomasse, mais aussi donc énergie hydroélectrique ou géothermie. Et ensuite, ces partenariats vont être noués avec des ONG, donc comme l'IFC de la Banque mondiale, mais on va aussi faire appel aux investissements du secteur privé. Et c'est là finalement que, vu sous un autre angle, on donne accès à des investisseurs français, qu'on appelle des porteurs moyens ou des petits porteurs, on leur donne accès à des outils d'investissement institutionnels. C'est-à-dire c'est là où les gros capitaux vont d'habitude. Alors, on donne accès à des outils d'investissement qui sont des outils spécifiquement fabriqués pour le particulier, c'est-à-dire qu'avec des tickets d'entrée qui sont extrêmement abordables, puisqu'on a des tickets d'entrée à partir de 5 000 €. Oui, donc ça c'est... Voilà. Et ensuite, on va définir avec... Donc, bien évidemment, ces tickets vont permettre de financer un portefeuille global. C'est ça. Au sein de ce portefeuille, il y a des apports de capitaux qui viennent de banques régionales comme la Banque de développement asiatique, par exemple, ou l'IFC, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, au sein de ce même portefeuille, et il va y avoir des investisseurs privés qui, en fonction de leurs moyens ou de leur capacité à mobiliser du capital pour une durée, vont choisir la durée pendant laquelle ils souhaitent positionner leurs capitaux. Alors ça c'est génial parce que c'est très souple, c'est-à-dire que finalement non seulement tu parles de portefeuille, on ne met pas tous ses œufs dans le même panier, c'est-à-dire que finalement aujourd'hui quand on investit avec Thomas Lloyd, on va pouvoir mutualiser ou diversifier son argent sur plusieurs projets industriels qui sont en cours
au même moment. C'est ça. Je crois qu'il y a à peu près 7 projets. C'est ça. Il y a un portefeuille qui représente aujourd'hui environ 600 millions d'euros de projets en cours de développement. Et ce portefeuille va être bien évidemment, si on pourrait comparer l'action de Thomas Lloyd à l'action d'un promoteur immobilier. Oui. C'est-à-dire qu'on va bien évidemment obtenir des projets ou des autorisations de développer des projets avec toutes les autorisations nécessaires, y compris les autorisations de raccordement au réseau électrique, puisqu'on doit faire appel à un exploitant local. Voilà, d'accord. Donc ces projets vont être développés, on va les optimiser dans l'objectif de les rendre rentables pour nous ou pour nos acquéreurs, parce qu'un certain nombre de ces projets sont revendus sur des fonds de pension, par exemple. Et ensuite, on va les développer avec des financements, on va les exploiter, et certains vont être vendus. C'est ça. Et ensuite, on va répartir les marges en fonction des contrats avec les investisseurs. C'est ça. Donc, pour reprendre ta métaphore du promoteur, en fait, c'est une occasion de participer à la construction d'un projet. Finalement, l'action de Thomas Lloyd, dans la majorité des cas, c'est de dire on identifie un projet sur un site donné, on va se donner grosso modo 3 ans pour monter le projet, et ensuite, le projet est revendu à des gens qui vont l'exploiter, donc en général des acteurs locaux. Voilà. Donc en fait, on n'est pas... finalement, on passe de projet en projet. Donc le capital que je mets et que je vais confier à Thomas Lloyd pendant plusieurs années va être d'abord utilisé sur un projet en cours, et puis une fois que le projet est clos, il y a une récupération des marges, et je passe tout ça sur un second projet, au troisième projet. Ça. Une partie des marges va être distribuée, une partie va être réinvestie. Et quand un projet est vendu, eh bien, les capitaux servent à redémarrer un nouveau projet. Donc en fait, on participe à un développement industriel dans ces régions-là. Alors il faut savoir qu'il a été évalué qu'un euro investi dans une région qui n'est pas équipée va produire de façon induite 20 euros de PIB. 1 euro investi, il y a un levier de 20 pour le PIB. Voilà, exactement. On a sur le site de la société, vous avez dans tout ce qui est l'impact social, vous avez le nombre d'emplois qui a été créé de façon durable. Donc aujourd'hui, on a déjà créé environ 5000 emplois sur les centrales et ça a généré de façon induite 5000 emplois de façon durable dans le secteur. D'accord, c'est excellent. Donc c'est cet impact social qui est mesurable et qui va au-delà du simple fait d'amener l'électricité dans un foyer, ce qui est déjà une première chose très intéressante, mais qui va au-delà puisque ça permet de créer de l'industrie locale. Impact sur l'emploi, mais j'avais beaucoup apprécié dans ta présentation un impact aussi sur l'environnement, puisqu'on vous avez pu, par rapport justement au fait qu'on soit sur de l'énergie propre en quelque sorte, et identifier le nombre d'arbres économisés depuis la création pour correspondre à l'économie de CO2, il faudrait planter 18 millions d'arbres par an, par rapport aux économies de CO2 qu'on génère avec les centrales. 182 000 tonnes annuelles d'émissions de CO2 évitées, donc c'est non négligeable, et nos centrales permettent d'approvisionner 1 600 000 personnes. D'accord, donc de l'emploi, de l'impact écologique, et ces personnes qui tout d'un coup accèdent à un confort, donc ça aussi c'est un pas de plus pour l'humanité en quelque sorte, c'est-à-dire que tout d'un coup on permet aux gens d'accéder. On va dire que globalement on est sur du gagnant-gagnant-gagnant sur les 3 niveaux. Du gagnant parce que l'entreprise fait appel à des capitaux privés qui sont rémunérés pour la mise à disposition de ce capital. Donc ça aussi, ça veut dire qu'on n'est pas dans un simple bénévolat ou dans une philanthropie pure. Donc on est à mi-chemin, je veux dire, entre le capitalisme et la philanthropie à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, on cherche à faire des marges, bien évidemment, puisqu'il faut que l'entreprise perdure et puis qu'elle puisse se développer, qu'elle se développe d'ailleurs. Donc, mais après, on est à ce mi-chemin. On va générer en plus un impact social. Donc à la fois parce qu'il y a un confort supplémentaire qui est amené, mais aussi parce qu'il y a la création de richesses induite par la présence de ces centrales d'électricité. Et puis en fait, le dernier point, effectivement, il y a un impact sur l'environnement. Et là, l'impact sur l'environnement, où qu'il soit, bénéficie à l'ensemble de la planète. Ça a été un plaisir en tout cas de partager ce moment. Merci beaucoup Jean-François. Avec plaisir. Et eh bien écoute, on se permettra peut-être de te ramener dans d'autres de nos émissions pour la suite de l'aventure. Avec plaisir. À plus tard. Au revoir.